Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Étudiants de la section ST17, salam alaikum, sahaïdkoum. Donc on va reprendre la diffusion de nos vidéos de cours et de TD du module électricité ou bien électrostatique. Là, c'est la première vidéo qui concerne le chapitre 3. Donc je vais faire juste quelques remarques comme d'habitude avant d'entamer le chapitre. D'abord, le chapitre il se subdivise en trois parties. Une partie conducteur en équilibre électrostatique, une deuxième partie phénomène d'influence et une troisième partie où on va définir ce que c'est que les condensateurs électriques. Une autre remarque sur la forme. Je vous ai donné un polycopier, je pense qu'il y a presque un mois. C'est vrai qu'il est écrit à la main, mais il va me permettre quand même d'accélérer un peu les vidéos. Donc, dès une copie à la de le polycopier que je vous ai envoyé en PDF, je vais relire paragraphe par paragraphe et commenter, démontrer tout ce qu'il y a à démontrer, expliquer ce qu'il y a à expliquer. Troisième et dernière remarque avant de commencer, c'est une remarque à le chapitre ADA, c'est un chapitre où il y a beaucoup de phénoménologie. Ça veut dire qu'il faut comprendre avant d'apprendre. Donc surtout, on a des paragraphes entiers où il y a uniquement du texte, des explications, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut vraiment chaque chose qu'on va voir, il faut en être convaincu. C'est pas de l'apprentissage par cœur, ça ne vous permettra pas de maîtriser le chapitre ADA. Voilà. Donc, on va commencer la première partie, les conducteurs en équilibre. Avant de parler de l'équilibre, le conducteur en lui-même, comme la définition, un conducteur est un corps dans lequel les charges ou bien des charges sont libres de se déplacer. Le début du module, on a un matériau conducteur, c'est un matériau formé par des atomes ou bien un réseau d'atomes qui peuvent libérer un ou deux électrons de leur cortège électronique. Ce sont les électrons de conduction. Donc, il va être un matériau conducteur. Je ne vais pas m'attarder ici puisqu'on l'a déjà fait. Là, je vais parler de l'équilibre. Il est dit en équilibre, tawazun, si toutes ces charges sont immobiles, et dans ce cas, on parle d'équilibre électrostatique. Donc, on a un réseau d'atomes avec des électrons libres. C'est un conducteur. Il a qu'un des électrons totalement immobiles. Donc, le conducteur, il est comment? En équilibre électrostatique. Allez, c'est le paragraphe 1. Paragraphe 2. Propriétés des conducteurs en équilibre. On a 5 propriétés. On va essayer. Chaque propriété, on va essayer de la justifier. La première, c'est pas vraiment une propriété, c'est la définition même du conducteur en équilibre. Comme dans un conducteur en équilibre, les charges électriques sont immobiles. Deuxième propriété, le champ électrique est nul à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. Sinon, les charges qui sont à l'intérieur se déplacent, bien se déplaceraient. On a la deuxième propriété, on a un conducteur. Supposons que le conducteur, c'est un matériau conducteur, supposons qu'on en équilibre électrostatique, les charges mais déplaçages. Et bien forcément, le champ à l'intérieur, il est nul. Pour le démontrer, on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Supposons qu'il y a un champ électrique. Il est homogène, on va supposer qu'il est homogène. Donc les électrons libres qui sont à l'intérieur, ils vont subir une force. On a une charge électrique Q que je place dans un champ E, elle subit une force qui est égale à Q fois E. Je fais ça déjà. Un Q, c'est la charge de l'électron. C'est une charge négative, donc la force subie par l'électron, elle va être opposée au champ E. Les électrons qui sont dans une force opposée. Moi, qui seul E. Ils vont se déplacer, mais ici, ils se déplacent. Le conducteur n'est pas en équilibre, donc c'est une contradiction. En conclusion, un conducteur, il est en équilibre électrostatique, le champ à l'intérieur, il est comment? Nul. Il n'y a pas de champ intérieur. Troisième propriété, si un conducteur chargé est en équilibre. Je l'ai souligné. Chargé, en plus de ses propres électrons libres, supposons que je lui apporte une charge. Soit un des charges, soit je le relie à la borne négative d'un générateur. Un des charges négatives des électrons. Soit je le relie à la borne positive. Des électrons, il est chargé qui fait positivement. Alors sa charge excédentaire est à sa surface ou laisse sur sa surface. Ou je m'entends la charge excédentaire. La charge ou la charge supplémentaire va forcément te placer à la surface qui compte en équilibre. Pour le montrer, kiff par l'absurde. Supposons un conducteur, malgré qu'il est neutre, on a une charge négative. Où je vais faire une hypothèse, on peut dire qu'à l'équilibre, la charge négative est dans le volume du conducteur.
Il suffit d'appliquer le théorème de Gauss. Je vais délimiter un espace R. Je vais l'entourer d'une surface de Gauss imaginaire. J'applique le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, c'est-à-dire le flux du champ électrique à travers cette surface, il est proportionnel à la charge électrique qui est à l'intérieur. Tant qu'il y a une charge à l'intérieur de la surface, il y a un champ. Le champ, on le voit qu'il est comment? Rentrant, parce que la charge est négative. Il y a un champ dans ce sens, les électrons vont subir une force opposée. Le champ, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est en train de ramener les électrons vers l'extérieur. Ça veut dire qu'à la fin, les charges à la surface. Pareil, le cas d'un conducteur chargé positivement. Supposons d'un conducteur des électrons. Il va avoir une charge positive, je vais faire l'hypothèse qu'elle est à l'intérieur. Je délimite un espace, une surface de Gauss, j'applique le théorème de Gauss, il y a un champ sortant. Le champ sortant, il va agir sur les électrons libres qui sont faits de la zone, il va les ramener vers l'intérieur. Les électrons qui se ramènent vers l'intérieur, ils vont annuler la charge positive parce que les électrons, ils sont négatifs. Le vide, c'est une charge positive. Donc à la fin, je vais retrouver quoi? Une charge positive à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'en effet, selon le théorème de Gauss, comme le champ électrique est nul à l'intérieur, la charge intérieure est nulle. Donc, troisième propriété, un conducteur électrique en équilibre, il a qu'un chargé la charge à la surface. Quatrième propriété, comme le champ E est nul dans tout le volume, donc comme je vais expliquer directement l'essentiel. La quatrième propriété, un conducteur en équilibre forme un volume équipotentiel. Le potentiel il est constant à l'intérieur. Surface équipotentielle et volume équipotentiel. Pour le prouver, kiff. C'est simple. Supposons que je vais prendre un petit déplacement dl. Je vais me déplacer d'un point vers l'autre qui est infiniment proche. Un petit déplacement dl à l'intérieur du conducteur. La variation du potentiel entre les deux points, je fais qu'elle est donnée par la relation dv également edl. Mais comme le champ E il est nul à l'intérieur, E nul, dv c'est égal à 0. Mais je maintiens une variation nulle du potentiel, le potentiel il est constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui connaît un conducteur en équilibre, tous les points qui sont à l'intérieur ont le même potentiel. Donc nous voulons que le potentiel ou le conducteur en équilibre forme un volume équipotentiel. Cinquième propriété, comme si un conducteur en équilibre est chargé, la charge qui se trouve à sa surface crée à l'extérieur un champ électrique dont les lignes sont perpendiculaires à la surface. Je vais vous le montrer. Supposons un conducteur chargé positivement. S'il est en équilibre, le champ il est nul à l'intérieur, ou la charge nulle. C'est-à-dire que la charge qui est à l'extérieur, selon le théorème de Gauss, elle crée un champ électrique à l'extérieur. Dans le cas d'une charge positive, il est sortant. La cinquième propriété de combiner le champ, partout il va être comment? Perpendiculaire à la surface. Donc, pour le démontrer, pareil, supposons qu'on a un champ mais qu'on est perpendiculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le décomposer en une composante perpendiculaire ou la normale à la surface, une composante tangente, ET. Le problème, c'est que la composante tangente, elle va agir sur les électrons libres qui sont à la surface. Chaque électron qui est libre et qui se trouve à la surface du conducteur va subir une force qui va être comment? Opposée au champ. Dans ce sens, les électrons à la surface, ils vont se déplacer. C'est ce qu'on appelle un courant de surface. Mais si les électrons se déplacent à la surface, le conducteur n'est pas en équilibre. Donc, pour un conducteur en équilibre, les lignes de champ externes créées par sa surface ou par sa charge extérieure sont perpendiculaires à la surface externe. Donc, les 5 propriétés, il faut en être convaincu ou tchfa'ali. Un conducteur en équilibre, c'est un conducteur pour lequel les charges ou bien ces charges sont immobiles. Le champ électrique est nul à l'intérieur. S'il est chargé, sa charge elle est à l'extérieur. Donc,
il forme un volume équipotentiel et le champ qu'il crée à l'extérieur par sa charge externe est perpendiculaire à la surface externe. Là, on va voir les deux conséquences. Les propriétés établies ci-dessus restent valables pour un conducteur creux si sa cavité ne contient pas de charge. Je vais un conducteur creux. Supposons qu'on a un matériau conducteur fait un vide, c'est le creux. Mais qu'il y a un vide. Tant qu'il n'y a pas de charge à l'intérieur, les propriétés valables. S'il y a une charge, il va y avoir ce qu'on appelle des phénomènes d'influence. On va la partie 2 du cours. Maintenant, s'il n'y a pas de charge, les 5 propriétés qu'on a vues, si je le charge, la charge va le champ électrique, le potentiel est partout constant. C'est les mêmes propriétés. Deuxième propriété, elle est très importante. Si on relie deux conducteurs A et B, il y a un échange de charges et à la fin, ils forment le même volume équipotentiel. Voilà une ampoule, elle est très importante. Elle est simple, mais d'un point de vue physique, elle permet de comprendre une chose. Elle permet de comprendre qu'il y a courant électrique à chaque fois qu'il y a une différence de potentiel. Alors, pour comprendre ça, on a un conducteur A, on a un conducteur B. Je vais supposer que les deux sont chargés positivement. La surface externe a un potentiel VA, la surface externe a un potentiel VB. Je vais les relier. Qu'on les relie, si on relie deux conducteurs, on a un fil conducteur qui permet le passage du courant. Supposons VA supérieur à VB. Il va s'établir un champ. Où le champ, qu'il est orienté dans le sens des potentiels décroissants. Je vais avoir fait de la région un champ orienté de A vers B. En fait, il a le champ E. C'est moins gradient de V. Gradient, c'est un opérateur différentiel, fait des opérateurs de dérivation. C'est-à-dire le potentiel déjà constant, l'opérateur gradient, mais il a un champ nul. Mais dès qu'il y a une différence, donc, chaque fois qu'il y a une différence de potentiel entre un conducteur et un autre, il va y avoir un courant électrique. Donc, le champ il va agir sur les électrons libres qui sont ici. Ils vont partir dans le sens opposé à eux. Des électrons B, il va perdre des électrons. Donc, il va une charge positive supplémentaire. Le potentiel est mais donc les électrons ils sont négatifs, ils vont arriver sur A, ils vont éliminer une partie de la charge positive de A. Le potentiel est je vais atteindre un état où une VA il sera égal à VB. Un équilibre électrostatique, le courant s'arrête parce qu'il ne va plus avoir de champ électrique. Donc, à dire la deuxième conséquence. Maintenant, on va passer au paragraphe 3, le pouvoir des pointes. Comme il a été constaté expérimentalement que sur un conducteur chargé, la densité de charge sigma n'est pas constante. La densité de charge est plus élevée dans la partie à faible rayon de courbure. Alors là, on va essayer de comprendre. Déjà, قبل ما نديمونطريوها نهضروا واش قال. Supposons ناخذ une sphère بصح ما تكونش ليس, ما تكونش parfaite. بيقول برا تكون des parties lisses ou des parties هكذا pointues. تكون rugueuse حرشة. Donc هنا واش قال لكم لو كان هاد لا سفير هادي نشارجيوها par une charge négative par exemple, on va voir que sur les parties à faible rayon de courbure, le rayon de courbure, vous l'avez déjà vu en mécanique, on a bien expliqué ce que c'était. Sur les parties à douille pointues, on va voir qu'on va trouver une grande accumulation, une grande concentration de charge électrique. Les parties à douille à grand rayon de courbure, la concentration de charge électrique va être faible. Alors, pour l'expliquer, ou là pour le démontrer, ou là pour le prouver, je vais reprendre le cas, je vais prendre des sphères parfaites. Mais avant de prendre le cas, نفكركم في حاجة شفناها في chapitre 2 في théorème de Gauss. كي تكون عندنا une sphère parfaite de rayon grand R chargée à la surface avec une densité sigma. شفنا باللي qu'à l'intérieur, il ne va pas y avoir de champ électrique, le potentiel sera constant, mais à l'extérieur. La charge électrique qui est à la surface, elle va générer un champ électrique E qui est égal à sigma R carré sur epsilon 0, 1 sur R carré, UR.
et un potentiel V de R qui est égal à quoi? Sigma R carré sur epsilon 0 R. Cette petite R, c'est la distance radiale entre le point où je veux calculer le champ et le potentiel et le centre. Maintenant, si je veux le potentiel juste à la surface, un point qui se trouve juste à la surface, son rayon petit r, c'est grand R. Donc un V de grand R, c'est égal à sigma R carré sur epsilon 0 grand R. C'est sigma grand R sur epsilon 0. Je reviens vers le cas R. Je prends une sphère avec un rayon R1, deuxième sphère avec un rayon R2, différent bien sûr. Je vais les relier, il va s'établir un équilibre qui m'a à la fin. Elle porte une densité de charge sigma 1, sigma 2. On va voir est-ce que les densités seront égales ou non. À l'équilibre, le potentiel de la première sphère est égal au potentiel de la deuxième sphère. Le potentiel à la surface de la première sphère, c'est sigma 1, R1, sur epsilon 0. Sur la deuxième, c'est sigma 2, R2, sur epsilon 0. Sigma 1 sur sigma 2, c'est égal à R2 sur R1. Là, je remarque une chose. Sigma 1 est inversement proportionnel à R1. قد ما نكبر R1 قد ما la densité de charge تنقص. وهذه c'est la démonstration تاعنا inversement bien sûr vice versa. حاب يقول كي نصغر R2 la densité sigma 2 تكبر. حاب يقول كي يكونوا en équilibre, le corps اللي عنده un faible rayon de courbure, pardon, il porte une densité de charge plus grande على هذاك اللي عنده un grand rayon de courbure. Donc c'est la démonstration pour le pouvoir des pentes. Donc la fin de la page 1 ou le début de la page 2, ça parle de ça. Vous le relisez chez vous. C'est exactement ce que je viens de faire. C'est la démonstration qui est écrite en détail. Maintenant, paragraphe 4, pardon. On va parler de ce que c'est que la capacité d'un conducteur isolé. Donc, il connaît un conducteur. Pour gagner un peu de temps, vous allez relire tout seul. Je vais aller directement à l'essentiel. On vient de voir, on va commencer par une sphère. On vient de voir que si j'ai une sphère parfaite de rayon R chargée avec une densité sigma, le potentiel à sa surface, c'est quoi? C'est sigma R sur epsilon 0. Maintenant, je vais prendre ça, je vais multiplier par 4 pi R le فوق ou 4 pi R le تحت. Si vous remarquez bien ce que j'ai obtenu, c'est sigma fois 4 pi R au carré. C'est quoi 4 pi R au carré? C'est la surface externe de la sphère sur 4 pi epsilon 0 R. Maintenant, la sphère elle est parfaite, pas de point de fer. La densité de charge فوقها, elle est constante. Si la densité de charge constante, elle est de sigma fois la surface, ça me donne quoi? La charge externe sur 4 pi epsilon 0 R. La charge c'est 4 pi epsilon 0 R fois V. Maintenant on a obtenu quelque chose d'important. Le paramètre, قبل ما نسميه capacité, نسميوه une constante K. Donc, كتبت la charge sous la forme K fois V. Voilà une constante. C'est des constantes où le rayon de la sphère il est constant. Ma صبت V sur K. صبت plutôt que la charge elle est proportionnelle à K. واش معناتها؟ حاب يقول هذا le paramètre قد ما يكون كبير قد ما la charge تكون كبيرة. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire que si je soumets, c'est-à-dire un générateur ou une pile et je la soumets à un potentiel V, قد ما le paramètre هذا يكون كبير قد ما la charge اللي حترفدها هاد la sphère تكون كبيرة. Donc هاد le paramètre il caractérise la capacité de la charge ou bien la capacité de la sphère à stocker de la charge. القدرة على التخزين. في الليسي سميتوها السعة حنا نسميوها la capacité. Donc le symbole تاعها c'est C. Donc l'unité تاعها vous l'avez vu en terminale c'est le farad. Donc pour ce qui est d'une sphère, C c'est quoi? C'est 4 pi. Maintenant on a expliqué par une sphère. Parce qu'on va oublier que chaque fois qu'il y a un conducteur, que c'est quelque chose fois V, le quelque chose, c'est la capacité du conducteur. Donc pour une sphère, on voit que c'est proportionnel au rayon. Mais
faut faire attention. La sphère, la capacité elle est quand même faible. Supposons qu'on a une sphère qui a la taille de la Terre. On a un rayon de 6400 km. Le quand on le calcul, la capacité c'est juste 710 microfarads. Voilà. Donc, on passe au dernier paragraphe de la partie 1. Paragraphe 1, c'est l'énergie interne. L'énergie interne d'un conducteur. Je suis en terminale, mais je fais pour un condensateur. Vous l'avez accepté sans démonstration. Là, on va voir d'où ça vient. C'est pour ça qu'on va la faire sous la forme d'une application. Considérant un conducteur initialement neutre, donc première question. Donc, on a un conducteur neutre, une charge nulle, et bien sûr un potentiel nul. Que l'on charge jusqu'à ce qu'il ait une charge Q max et un potentiel V max. Les thèmes, c'est surtout la première et la troisième question. Je vais la commenter. Calculer son énergie potentielle finale. Je veux calculer l'énergie du conducteur. Là, ce n'est pas une charge ponctuelle. Je vais directement, ça doit m'appliquer directement le Q fois V. Il faut démontrer une relation. Alors, ce que je vais faire, je vais dire que pendant la charge, à un instant t donné, je vais passer par une étape intermédiaire où une charge Q a un potentiel V. À un instant infiniment proche t plus dt, un instant tout de suite après, qui vient tout de suite après, supposons la charge qu'on zadet, mais zadet tanik bchouïa. Le potentiel, on va négliger sa variation. C'est-à-dire pour une variation infiniment petite de la charge dq pendant la charge, le potentiel reste constant. Le cas si delta EP, la variation d'énergie potentielle men had l'étape l'hadi. Comme ces deux étapes infiniment proches, nous met DEP. C'est EP final, EP t plus dt moins EP de t. Là, je vais faire quoi? Je vais l'énergie potentielle apportée. C'est-à-dire, je vais dire que la variation d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle apportée par l'élément de charge dq lisna. Mais comme c'est une charge infiniment petite, je peux supposer qu'elle est ponctuelle. Donc, on a c'est quoi? C'est V fois dq. Donc, DEP, c'est V dq. On a Q, c'est C fois V. dq, c'est C dV. Donc, je vais remplacer en haut DEP. C'est V fois quoi? C'est dV. Donc, si je veux avoir l'énergie potentielle finale, j'intègre de 0 jusqu'à l'énergie potentielle finale. Au début, il n'y a pas d'énergie potentielle, c'est 0 joule. La fin, c'est ce qu'on est en train de rechercher, EP final. Là, j'intègre entre 0 et V max. Alors, là, qu'est-ce que j'obtiens? EP final moins 0, donc EP final. Là, V, c'est une constante, V, sa primitive, c'est V carré sur 2 entre 0 et V. Donc, j'obtiens 1 demi de C V carré. C'est le résultat déjà en terminale. Je peux l'écrire différemment. Je peux écrire que c'est 1 demi de CV fois V. Mais CV, c'est Q. Donc, c'est 1 demi de Q fois V. Autre résultat. Et là, j'ai oublié. C'est V max. Là, ça en a la fin. Je dois remplacer. Je peux aussi faire quoi? Je peux multiplier par C en haut et par C en bas. Allez, où je te voulais? Tous les 1 demi de C fois V, c'est Q, donc tous les Q carrés sur C. Donc là, je viens de trouver trois formes, ou la trois formules différentes pour l'énergie potentielle d'un conducteur chargé. Soit 1 demi de C V carré, soit 1 demi de Q fois V, soit 1 demi de Q carré sur C. Voilà. Question 2. Je vais juste la commenter comparée au travail utile à la charge. C'est évident, l'énergie potentielle, c'est le travail des forces électrostatiques pendant la charge. Il a chapitre 2, quand on a défini l'énergie interne d'un système de charge ponctuelle, qu'on a une charge Q1 en une position donnée, qui a une charge Q2. Donc, l'énergie interne du système, c'est le travail à fournir pour ramener la charge de l'infini et la positionner ici. Le cas d'une troisième charge, elle va subir une force électrostatique de la part des deux autres. L'énergie interne du système des trois charges, c'est
Avec l'énergie plus l'énergie qu'il faut pour ramener la charge de l'infini à cette position en lui gardant une énergie cinétique constante. C'est le même raisonnement. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la question 3. Calculer le travail fourni par un générateur qui maintient entre ses bornes une différence de potentiel égale à V pour réaliser la charge. Ça veut dire que, supposons que pour charger le conducteur, supposons de la charge compositive, supposons je le relie à un générateur c'est-à-dire de tension V. Donc, un potentiel nul. Donc, quand il va commencer à se charger, il va perdre des électrons, une charge positive. Donc, plus tu as une charge positive, son potentiel va augmenter. Qui égale le potentiel de la borne positive, la charge تحبس parce que la borne positive, le fil, où il forme un volume équipotentiel. Vous voyez, on commence déjà à utiliser les propriétés les Donc, on veut calculer le travail fourni par le générateur pendant la charge électrique. Alors, pour calculer le travail fourni par le générateur, c'est simple. Je vais calculer le travail ou l'énergie. C'est la variation qu'on avait calculée. C'est la variation d'énergie sur le conducteur. Je vais calculer la variation d'énergie perdue, on va dire, par le générateur pendant l'étape intermédiaire. Pendant l'étape intermédiaire, le conducteur, la charge de une quantité dQ, mais dit que la quantité dQ, c'est le générateur. Z une quantité dQ, mais le générateur il fonctionne à une tension ou bien à un potentiel V constant, fois V. Et comme c'est une énergie perdue, je peux rajouter un signe moins. Donc maintenant, si je veux calculer l'énergie perdue totale par le générateur, je n'ai qu'à intégrer ça. Comme le potentiel est constant, mais qui m'a qu'une variable, je ne suis pas obligé d'écrire V dQ, il fallait écrire soit Q en fonction de V, soit V en fonction de Q. V c'est constant, je peux le sortir, je peux intégrer directement de 0 à Q max. Donc je vais obtenir l'énergie perdue par le générateur, ou l'énergie fournie par le générateur, qui c'est moins, Q fois V. Alors, phénomène important à remarquer, le générateur il perd au module une énergie Q fois V. Le conducteur, il obtient une énergie Q fois V sur 2. Il a obtenu uniquement la moitié de cette énergie. Alors, comment expliquer ça physiquement? Où est l'autre moitié? Eh bien, l'autre moitié, on va voir quand on va étudier la charge et la décharge d'un condensateur, on va pouvoir le prouver. L'autre moitié, elle est perdue sous forme de chaleur par effet Joule pendant la charge. C'est-à-dire que quand les électrons vont se mettre à voyager en air, ils vont générer de la chaleur sur le fil, à la surface du conducteur. C'est-à-dire que la chaleur, c'est une énergie dissipée. Donc en fait, le générateur, il fournit une énergie. La moitié, elle s'accumule sur c'est-à-dire sur le conducteur. L'autre moitié, elle est perdue sous forme de chaleur. Donc, la première partie du chapitre 3. La prochaine vidéo, on va entamer les phénomènes d'influence. Salam alaikum.